Bonjour aux auditeurs de la radio pour une vie meilleure. La radio Vie meilleure, c'est la radio de la santé mentale, physique et spirituelle. La radio Vie meilleure s'occupe de vous. Nous saluons tous nos auditeurs des Saintes, Marie-Galante, Saint-Barth, la Désirade, la Guadeloupe proprement dite, terre de haut, terre de bas. Nous avons même des auditeurs au Canada, en métropole, là, partout sur le net. Maintenant, nous avons aussi nos auditeurs en prison, dans les hôpitaux. Cet après-midi, nous parlerons le thème de notre émission, sensibilisation sur les dangers liés à l'injection de produits caustiques et de corps étrangers chez les adultes et les enfants. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Eugénie, Léo, Dr Gène, ce sont nos animateurs. Et en technique, nous avons Freddy à la technique. Nous recevons le docteur Saint-Georges, Georgette, elle est gastro-entérologue. Elle se présentera, de même que le docteur Maximilien François, pédiatre. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Docteur. Donc, moi, je suis le docteur Saint-Georges, Georgette Doupert. Je travaille au CHU de Pointe-à-Pitre, au service de gastroentérologie comme gastroentérologue, depuis près de 16 ans. Merci, docteur. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis le docteur Maximilien François Régine. Je suis pédiatre, gastropédiatre au CHU de Pointe-à-Pitre. Merci. Vous savez que la radio Vie meilleure, c'est le 0590 83 25 73. C'est aussi le 93.3. La radio Vie meilleure, c'est le www.radioViemeilleure tout collé. Radio Vie meilleure, c'est le 0590 82 19 19. Nous allons rentrer. Bonsoir, docteur Gène. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux youtubeurs, bonsoir aux facebookers. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Vivons en Santé. Et je suis très content d'accueillir ce soir nos deux invités qui vont nous parler, comme vous l'a dit tout à l'heure Janie, des risques, des complications de l'ingestion de caustiques chez les adultes et les enfants. Merci. Nous voulons rappeler à nos auditeurs que cette émission est en direct. 0590 83 25 73. Nous allons commencer avec le docteur Georgette. Oui. Oui, Saint-Georges. Et elle va commencer à nous définir les produits. Donc, c'est quoi les produits toxiques? Donc, c'est les produits qu'on va retrouver dans nos maisons, dans nos cuisines, dans nos salles de bain, dans nos toilettes, comme le Destop, donc produit très caustique, l'ammoniac qu'on utilise beaucoup en Guadeloupe, et les produits détergents, la javel, tout ça, c'est des produits qu'on rencontre tout le temps, on s'en sert, et qui parfois accidentellement ou volontairement qu'on va ingérer. Donc ça représente une urgence, donc représente 15 000 cas en France, qui sont bénis dans 75% des cas. Donc, ce sont des pathologies qui peuvent être très graves, avec 10% de mortalité, entre 10 et 40% de séquelles. Donc, la prise en charge va dépendre du délai qui va être écoulé entre le temps de l'ingestion et le temps où on va arriver prise en charge à l'hôpital. Donc, le pronostic va dépendre de ça. Et la prise en charge reste multidisciplinaire, donc plusieurs spécialistes vont entrer en jeu, comme les urgentistes, les réanimateurs, les gastroentérologues, les ORL, les chirurgiens digestifs, les radiologues, les psychiatres et les pédiatres pour les enfants, dont je laisserai Dr Maximilien développer. Donc, cette pathologie, elle touche effectivement aussi bien les adultes que les enfants. Les enfants
Pour la plupart, ce sont les petits-enfants, des enfants qui commencent à marcher, qui ont accès aux produits laissés à leur portée. Ou alors des produits déconditionnés. Ça, c'est vraiment le danger, des produits comme l'ammoniac ou le Destop qui seront mis dans des bouteilles d'eau, des bouteilles en plastique et que l'enfant va attraper et porter à la bouche. Donc le plus souvent, contrairement à l'adulte où l'ingestion de produits caustiques elle est volontaire dans le cas en général d'une tentative de suicide, chez l'enfant, cette ingestion elle est plutôt accidentelle. Et fort heureusement, les quantités bues sont souvent minimes. Donc ça veut dire que ces accidents sont recensés dans les accidents domestiques? Oui, c'est ça. C'est ça. D'où les campagnes de prévention, parce que ce sont vraiment les accidents qu'on peut clairement éviter en mettant les produits dangereux hors de portée des enfants et puis surtout en ne déconditionnant pas les produits. Parce qu'on sait très bien que les enfants, ils vont tout porter à la bouche, surtout quand ils ont 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, avant qu'ils comprennent très bien que c'est dangereux et qu'on n'y touche pas. D'accord. Docteur Saint-Georges, vous avez dit tout à l'heure le temps de transport. Le temps de transport peut jouer pour l'adulte ou l'enfant pour sa vie. Pour sa vie, ça dépend de la quantité de produits ingérés. Oui. Donc, supérieur à 150 ml de javel, donc ça peut avoir des atteintes assez graves. Et sans parler du Destop ou de l'ammoniac, qui sont des produits très, très caustiques, quelle que soit la quantité ingérée, on peut avoir des problèmes œsophagiens, gastriques, ORL assez sévères. D'accord, merci. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, lorsqu'on va ingérer ce type de produit caustique très toxique, ce n'est pas que le tube digestif qui va être concerné, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, mais que même la fonction respiratoire peut être atteinte et ça peut descendre un petit peu plus bas aussi au niveau de l'abdomen et pas simplement concerner que l'estomac et l'œsophage. C'est ça. Donc c'est pour ça, quand on ingère, que ça soit accidentel ou pas, donc, il ne faut pas se faire vomir parce qu'en vomissant, on risque l'inhalation, que ça passe dans les poumons et affecte les bronches, les poumons et qu'on soit en détresse respiratoire. Et on ne cherche pas à faire avaler de l'eau ou du lait ou n'importe quelle autre solution non plus. Et du charbon activé? À la maison? Non plus. Non plus? Non. D'accord. Ok, parce qu'on pourrait penser que le charbon activé serait une protection. Aucun produit ne doit être ingéré à ce moment-là. La première chose à faire, ce serait de se laver le visage à l'eau claire, enlever les vêtements souillés et appeler les secours et partir pour l'hôpital. Appelez le 15. Oui, les secours en premier. Appelez le 15. Oui, d'accord. Appelez le 15. D'accord. Même si on se dit, dans le cas des enfants qui n'a bu qu'une gorgée de Destop ou une gorgée d'ammoniac peut causer vraiment des lésions très importantes. Donc, on n'attend pas. On appelle les secours et on va aux urgences. D'accord. Okay. C'est vrai qu'on aurait envie d'être interventionniste devant ce genre de situation. Et en fait, l'idée, c'est vraiment pour éviter d'étendre les lésions autant que possible, ne rien faire finalement. Ne rien faire, appeler le 15. Donc, à ce moment-là, ils vont donner la conduite à tenir et ils vont venir chercher directement le patient. D'accord. Parce qu'on ne doit pas prendre dans une voiture, on emmène au CHU. Non plus. Donc il faut appeler le 15 parce que c'est très dangereux. Donc les produits caustiques qu'on utilise surtout en Guadeloupe, on déconditionne beaucoup l'ammoniac et on met dans des bouteilles d'eau. Oui. Et les bouteilles d'eau se retrouvent au frigo ou à côté du lit parce que c'est quelque chose de culturel. Oui. Donc, les gens ont de l'ammoniac à côté de leur lit. Oui. Donc, par mégarde, on pense que c'est une bouteille d'eau qu'on prend et on boit une gorgée. Oui, c'est... Donc, ça, c'est le plus souvent, c'est les cas accidentels qu'on retrouve. J'ai connu une amie ainsi, ce que vous dites est vrai, docteur. Elle avait mis de l'ammoniac dans une bouteille et elle a pensé que c'était... Elle a avalé et on a dû, d'urgence, la transporter au CHU. Oui, ça a été vite. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'aux Antilles, il y a le côté mystique de l'ammoniac. C'est ça. Et l'ammoniac qui chasse les démons. L'ammoniac, il faut toujours avoir une bouteille d'ammoniac dans la maison parce que, voilà. D'autres pensent que l'ammoniac, c'est bon parce que ça désinfecte
Et puis ça enlève la crasse dans les vêtements. Alors avant de mettre le vêtement dans la machine, il faut déjà mettre de l'ammoniac pour laisser détremper et pour mettre dans la machine à laver. Donc, on ne demande pas aux gens de ne pas utiliser les produits. On leur demande de les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que si on met une bouteille, et c'est difficile à ouvrir, Oui. on met des sécurités, surtout pour les enfants, C'est vrai. qui peuvent prendre à tout moment une bouteille d'eau et porter à la bouche. Donc, il ne faut pas déconditionner. C'est le message qu'il faut faire passer. Laisser les produits dans leur Emballage initial. D'accord, ok. Et hors de portée des Hors de enfants, portée. c'est Et hors de encore, portée des le, enfants. c'est encore le Hors mieux. de- Parce qu'il n'y a pas que le desktop et l'ammoniac. Quand les enfants peuvent prendre la bouteille de liquide vaisselle et la boire, la bouteille de javel diluée, bon, ça va causer des lésions moins sévères, mais quand même, ce n'est pas très... c'est pas fait pour ça, c'est fait pour boire la javel. Donc, si c'est hors de portée, il ne touchera pas ni à la bouteille de javel, ni au savon, à la lessive par exemple, en poudre, qui Ou peuvent en en manger paillettes, comme ça. Là. C'est ça, D'accord. Parce que c'est joli, ça a de belles couleurs, donc on peut porter à la bouche. Donc il n'y a pas que l'ammoniac ce sont les plus dangereux, l'ammoniac, le desktop, la javel concentrée, mais on peut avoir des injections de produits caustiques comme le pétrole D'accord. dans une bouteille qui était mise dans une bouteille en plastique dans le garage et qu'on a oublié. De D'accord. l'huile de moteur, enfin peu importe, on ne déconditionne pas les produits si on veut que la sécurité des enfants soit assurée. Alors, de ce que j'entends, l'identification du produit est primordiale, j'ai l'impression. Tout à fait. Donc- Il faudrait, quand on arrive aux urgences, avoir eu le réflexe, si on peut, hein, ou alors envoyer quelqu'un chercher l'étiquette du produit, ou au mieux ramener un échantillon, ramener la bouteille au final. D'accord. Si c'est une bouteille déconditionnée, qu'on puisse ramener, qu'on puisse analyser le pH de ce liquide, savoir est-ce que c'est acide, est-ce que c'est une base, parce que les lésions ne seront pas les mêmes. D'accord. Ok. Et à la suite, si un enfant avale de la javel ou de l'ammoniac, comment va se porter cet enfant, docteur? Alors, devant une ingestion, on part du principe qu'il faut venir à l'hôpital. Bon, une fois que l'enfant est à l'hôpital, une fois qu'on a identifié le produit qu'il a ingéré, la prise en charge sera différente en fonction de ce qu'il a ingéré. S'il a avalé quelques paillettes de lessive, on va juste le surveiller, on ne fera pas grand-chose. Par contre, si on sait qu'il a avalé du desktop ou de l'ammoniac ou encore du pétrole ou peu importe le liquide qui serait acide ou une base, on commence toujours à examiner l'enfant, voir s'il a des lésions en bouche, parce que le desktop, l'ammoniac, ça peut déjà créer des lésions dans la bouche, un type de rougeur, d'ulcération. On fera à ce moment-là une évaluation, on demandera une évaluation ORL. On s'assurera que l'enfant ne présente pas de signes de gravité. Les signes de gravité, ce serait un enfant qui arrive très douloureux, donc en pleurs, très très douloureux, ou encore avec une hypersalivation. Ça veut dire que les lésions sont déjà assez importantes, qu'il n'arrive même plus à déglutir sa salive parce que ça lui fait trop mal. Ou un enfant qui directement arrive et qui vomit du sang. Donc on s'assure qu'il n'y a pas de signe de gravité. Ensuite, on fait quand même une radio pour contrôler s'il n'y a pas déjà une atteinte au niveau pulmonaire ou une complication digestive plus importante. Et en fonction du liquide qu'il a ingéré, on organise des choses pour que l'endoscopie soit faite après réalisation d'un scanner pour vérifier l'absence de lésions trop importantes déjà. L'endoscopie interviendra dans 6 heures, entre 6 et 24 heures après l'ingestion. On a un petit peu de temps. Donc l'enfant, une fois qu'il a avalé son produit à la maison, on le laisse à jeun, on ne lui donne rien à boire, on arrive aux urgences et ensuite on le met en condition et on programme les examens en fonction. Après, c'est l'endoscopie qui nous dira quelles sont les lésions, et quelle sera du coup la prise en charge à apporter. D'accord. Docteur, cet enfant qui grandit, aura-t-il des problèmes dans l'avenir? Alors ça dépend, soit l'endoscopie retrouve des lésions peu sévères qui sont soit au niveau... Alors l'endoscopie, je reprécise, ça permet à l'aide c'est un tuyau au bout duquel il y a une caméra qui permet d'aller voir à l'intérieur comment est la muqueuse, donc la peau, hein, qui est à l'intérieur du corps, de voir l'œsophage, l'estomac, la première partie de l'intestin grêle et de permettre de voir s'il y a des lésions. Soit on a
rien, parce que ça peut arriver qu'on ait suspecté que l'enfant ait bu quelque chose et au final il n'a rien bu. Bon, principe de précaution, on a fait l'endoscopie, mais tant mieux pour lui, il n'a rien bu, il rentre chez lui. Soit on a des lésions, une inflammation, une œsophagite qui peut être plus ou moins sévère. On montrera ensuite quelques photos avec Dr Georgette parce que les lésions sont les mêmes que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. S'il a des lésions modérées, c'est un enfant qui va rester à l'hôpital, qui sera mis à jeun. On va donner des médicaments pour protéger son estomac et on recontrôlera l'endoscopie 5 à 7 jours après. Dans le cas des lésions très sévères, donc on peut avoir clairement une nécrose de l'œsophage, donc la muqueuse qui meurt, hein, et avec un risque de décès même de l'enfant. Là, la prise en charge urgente, elle est différente. Là, il faut appeler le chirurgien et voir s'il y a nécessité d'avoir un geste chirurgical de sauvetage à ce moment-là. Les complications, je pense qu'on en parlera après. Oui, d'accord. C'est un enfant qui restera toute sa vie, si cet enfant vit, sensible. Un enfant. Non, les enfants ont un non. potentiel de guérison qui est quand même absolument impressionnant, heureusement. Ouais. Même en cas de lésion, alors je parle de lésions modérées à sévères, après le temps passe à l'hôpital, après quelques contrôles endoscopiques. La muqueuse récupère assez bien, c'est un enfant qui va pouvoir remanger, se comporter comme un enfant de son âge. Par contre, on sait qu'il y a des complications à distance qui peuvent survenir et qu'on surveillera, notamment s'il y a eu des lésions très sévères au niveau de l'œsophage. On peut avoir un rétrécissement qu'on appelle une sténose, et ce qui empêchera l'enfant de manger convenablement après. Donc ce sont des choses qu'on surveille à distance, on informe les parents et la surveillance elle est régulière par la suite. D'accord. Nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes sur la radio pour une vie meilleure au 0590 83 25 73. Les docteurs sont présents. Vous pouvez appeler pour poser des questions. Merci. Alors, oui. Docteur Maximilien-François nous disait un petit peu le processus de prise en charge. Est-ce que c'est le même processus chez l'adulte ou est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des variantes? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour un adulte, lui, qui va ingérer un produit caustique? Le processus est à peu près similaire. Parce que l'enfant, des fois, c'est un enfant qui ne parle pas encore, qui ne peut pas dire la quantité de produits ingérés, mais l'adulte, s'il est conscient, donc on sait où aller tout de suite. Donc, et les gens ont le réflexe d'amener le produit, d'amener soit l'emballage, soit le contenant. Donc, comme ça, on peut appeler le centre antipoison tout de suite parce qu'il faut savoir, il n'y a pas que l'ammoniac et le Destop, il y a aussi les désherbants, il y a d'autres produits dont on ne connaît pas les conséquences sur le tube digestif. Donc, tous les produits industriels possibles, inimaginables, vendus dans le commerce et qui auraient en tout cas un caractère toxique ou délétère pour la santé. C'est ça, c'est ça. Donc une fois qu'on a identifié le produit, dépendamment de la quantité ingérée et des symptômes que le patient va présenter. Donc, il peut arriver déjà intubé pour protéger les voies aériennes. Le patient arrive intubé, c'est un patient qui a retrouvé chez lui inconscient. Ou si déjà on le retrouve avec une hémorragie digestive massive, ça arrive. Donc, le patient arrive déjà intubé. À ce moment-là, c'est le scanner de première intention. Le scanner va déterminer le pronostic et va nous dire, ce patient, est-ce qu'il faut aller l'opérer d'emblée, c'est-à-dire aller enlever l'estomac, l'œsophage et garder une stomie, c'est-à-dire pour que la personne puisse manger, une jéjunostomie, pour mettre directement une sonde dans l'intestin grêle. Ou bien, si ce patient, on peut attendre, faire une fibroscopie d'évaluation. La fibroscopie, comme Dr Maximilien l'a expliqué, c'est la sonde qui est souple avec la caméra au bout, où on va déterminer, et effectivement on voit s'il y a une nécrose, la nécrose de l'estomac, de l'œsophage. Donc c'est la muqueuse qui est morte, donc il n'y a plus de vie. Donc à ce moment-là, il faut donner l'autorisation d'aller opérer assez rapidement parce qu'il ne faut pas attendre.
D'accord. Donc, plus on attend, plus les lésions peuvent être graves. Ça dépend du produit, de son pH. Les lésions peuvent être graves. C'est pour ça que le docteur Maxime a dit qu'il ne faut pas évaluer avant 6 heures, 4 à 6 heures. Parce que quand on évalue avant ces heures-là, on peut sous-estimer les lésions. Ils vont D'accord. continuer à évoluer. D'accord. Donc, par contre, si les lésions sont légères à modérées, la conduite à tenir, c'est de garder le patient à jeun et de recontrôler soit à J7, soit à J15 en fonction des lésions qu'on a retrouvées à l'endoscopie. D'accord. Donc c'est une course contre la montre. Voilà. D'accord. Ok. Alors, Eugénie, Léon, avons-nous des questions? Non, non, pas pour l'instant. D'accord. D'accord. Donc, nous continuons, docteur. Quels sont les risques? Peut-être qu'on est dit à docteur. Quels sont les risques liés à Oui. l'injection de caustique? Oui. Chez l'adulte, ma collègue l'a expliqué, chez l'enfant, c'est à peu près pareil. Donc, les risques, c'est la chirurgie d'emblée, c'est que c'est une injection assez sévère. Donc, on a ingéré plus de 150 millilitres et le scanner montre qu'il y a une nécrose de tout l'œsophage, de tout l'estomac. Donc, à ce moment-là, des fois, il y a des perforations, c'est-à-dire avec péritonite. Donc, une infection généralisée de l'abdomen. Ça, c'est des cas vraiment graves. Ouais. Donc, comme on a dit au début de l'émission, il y a 10% de mortalité de ces formes sévères d'ingestion de caustique. Donc, par contre, si c'est un patient à ce moment-là, on opère le patient, il va rester avec la sonde d'alimentation et au final, ce qu'il aura, ce sera une coloplastie, donc un peu plus tard. Alors, qu'est-ce dans que la c'est durée. que ce coloplastie? On va monter le côlon. Comme la personne, si on tire sur l'œsophage, on enlève son œsophage, il n'a plus d'œsophage, il n'a plus d'estomac. Oui. À ce moment-là, l'opération va consister de prendre son côlon, de remonter pour refabriquer donc L'œsophage. l'œsophage. Donc Très ça, bien. ça se fait pas tout de suite, ça se fait un peu à distance. La deuxième complication qu'on a, c'est les sténoses, le rétrécissement de la lumière de l'œsophage ou de l'estomac. Donc ça se referme, c'est que la personne ne peut plus manger. À ce moment-là, si l'estomac est sain, on peut mettre une sonde directement dans l'estomac. Si l'estomac n'est pas sain, on met dans l'intestin grêle une sonde pour permettre à la personne de l'alimenter, de s'alimenter le temps que nous, gastro-entérologues, on fasse ce qu'on appelle des dilatations. Donc les sténoses peuvent être dilatées, c'est-à-dire pour reprendre un calibre normal de l'œsophage, pour permettre à la personne de reprendre une vie normale, une alimentation normale. Par contre, à distance, ce qui peut arriver au bout de quelques années, c'est les cancers. Parce que les lésions, donc, ils sont installés, donc ils peuvent donner des cicatrices, et ces cicatrices-là donc, entraînent donc, complications, donc on craint. C'est pour ça qu'on surveille, même quand la personne a ingéré le caustique dans l'enfance, il faut faire des surveillances. Parce que le cancer peut arriver à l'âge de 25 ans chez un enfant qui a ingéré le caustique à 1 an. Alors justement, sans donner forcément un chiffre précis, puisque je pense que ça dépend de la situation, de l'enfant, du produit ingéré, des lésions que vous avez constatées au départ, la surveillance varie entre combien d'années? Voilà, une échelle à peu près de surveillance qu'on peut avoir. Alors, si c'est un enfant qui a eu une ingestion de caustique assez sévère, il aura des endoscopies régulières, notamment s'il a eu une coloplastie, parce que ça arrive, que les lésions soient tellement sévères que l'enfant doit avoir une coloplastie. Il aura du coup un suivi régulier une fois par an avec, au début en tout cas, une endoscopie, ou alors en fonction des signes qu'il présente. Et ensuite, la surveillance sera tous les 5 à 10 ans. D'accord, ok. Donc c'est en fonction En plus fonction ou moins des signes, des symptômes, de ce qu'on voit à la fibroscopie. Même au passage à l'âge adulte et au transfert de cet enfant chez les adultes, il faudra qu'il ait une endoscopie, je pense, oui, tous les 5 à 10 ans, pour s'assurer. Ouais. Donc on parle sur une surveillance qui est longue, Oui. en général. Oui. Mais c'est une surveillance de sécurité. De sécurité, en cas de lésion très sévère au départ. D'accord, ok. D'accord. Donc, pour le message à lancer, donc deuxième message, c'est les gens qui ont ingéré les produits caustiques, parce qu'on a eu des cas de cancer, en effet, chez des gens qui n'étaient pas surveillés
après leur ingestion. Donc, je conseille à tous ceux qui savent qu'ils avaient ingéré des produits caustiques et qu'il y avait des lésions donc, de sténose ou des lésions modérées où on a fait des surveillances pendant un moment et qui ont arrêté leur surveillance, de reprendre. Contact. D'aller voir un gastro-entérologue, de D'accord. refaire une fibroscopie parce que c'est important, très important, parce que des fois, on découvre des cancers déjà très avancés où on ne peut rien faire. Donc, vous le savez bien, docteur. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que grâce à cette surveillance, on peut éviter le pire. On D'accord. peut, voilà, D'où l'intérêt de la Voilà. surveillance. de la surveillance. Donc, la prévention, finalement, prend une grande C'est ça. place, finalement, dans C'est ce, ça. Du dans ce début thème. à la fin. Voilà, dans le thème Du de cet début à la après-midi. fin. C'est D'accord. pourquoi il est dit prévenir vaut mieux que guérir. Et la prévention, c'est toujours. Et alors, j'allais poser une question au docteur. Bon, mais ça va revenir après, parce que je ne l'avais pas noté. Nous allons. Et vous avez continuer. fini par rapport au risque, Oui. docteur Saint-Georges, Oui. vous aviez fini par rapport au risque, Au risque des qu'on peut- complications. des complications. Ouais, des D'accord. complications. Quel type de lésion, puisqu'on a parlé de la fibroscopie après le scanner, avoir éliminé les formes graves, quel type de lésion on peut rencontrer? Même si vous les avez citées, vous avez cité déjà quelques-unes. En gros, est-ce qu'il y a une classification ou est-ce que finalement c'est opérateur dépendant ou est-ce que vous avez quelque chose de très codifié, de très classifié et qu'en fonction de ça, vous allez prendre des décisions, vous allez discuter avec votre collègue chirurgien ou avec l'ORL, voilà, comment ça se passe? Donc, pour répondre, j'ai dit, heureusement, on a une classification qui permet d'avoir, quand tu vois un compte-rendu, quel que soit le pays, donc on reçoit un compte-rendu, on sait tout de suite où aller. La classification s'appelle Zaga. C'est une classification qui a été faite par un japonais, donc qui a classé les lésions caustiques en grades. Donc, va de grade 0 à grade 4. D'accord. Grade 0, quand on fait une fibroscopie, grade 0, si on met conclusion grade 0 de Zarga, on sait qu'il n'y a rien. D'accord. Donc le grade 4, c'est le grade où il y a la perforation, où c'est très grave. Donc à ce moment-là, il ne fallait même pas faire de fibroscopie. Sur un grade 4, pas de fibroscopie. Ça veut dire qu'on a pris un risque On a majeur pris un finalement. risque majeur. D'accord. Mais le plus souvent, ça se fait au bloc opératoire avec le chirurgien qui va endormir le patient. Donc, des fois, ils ont besoin d'évaluer, même si le scanner a dit qu'il y a de la nécrose, ils ont besoin de voir donc, cette nécrose et de savoir si la nécrose est étendue ou pas. bien localisée. D'accord. Ok. Voilà, merci. Eugénie, Léo, avez-vous des questions? Alors, nous rappelons le numéro de téléphone à nos auditeurs, 0590 83 25 73. Léo? Oui, je dis, je voulais, alors, on vient de recevoir un appel, oui, allô, bonjour, RVM. Oui, j'écoute la question. N'entends pas la question. Là. D'habitude, on n'entend pas. D'habitude, on n'entend pas. Alors, par rapport aux lésions Ouais, mais que je vient vais poser votre d'écrire question au maître. Oui, d'accord, merci. Vous écoutez à l'antenne. Hein? Oui. Oui, alors, je viens d'avoir une question. Oui? C'est une maman qui demande si on n'a pas eu le temps, bien on n'a pas connaissance du produit, que l'enfant a ingéré un produit, quels sont les signes qui peuvent montrer éventuellement une intoxication? Alors, si on n'a On n'a aucune pas notion de connaissance du produit, donc on est dans le doute, on ne sait pas s'il a pris un produit et on soupçonne une ingestion de produit quelconque. Comment savoir quels signes qui vont permettre aux parents d'appeler le 15, voilà. En général, si c'est un produit caustique, on retrouve la bouteille pas très loin de l'enfant, ou alors sur les vêtements, il y a l'odeur du produit, où il est mouillé, où il a déjà des lésions en bouche. Il faut sentir un petit peu ses vêtements, sa bouche, son visage. Et puis si l'enfant ne se plaint de rien, absolument rien, peut-être qu'il n'a rien bu, parce que autrement, quand il boit une goutte d'ammoniac ou de Destop ou encore de Javel, il crie un peu, parce que c'est un goût... ça ne se boit pas, donc forcément il crie puisque ça fait mal directement. Ça fait mal. Donc ça,
On ne peut pas, je pense, passer à côté très longtemps de la gestion d'un produit caustique grave. En général, l'enfant, il est tout petit, donc il laisse un petit peu de traces. Il y a la bouteille où on voit du liquide quelque part. C'est difficile après d'être sûr. Il faut être attentif à l'enfant, regarder s'il a des douleurs, s'il mange bien. Mais si s'est rien passé de particulier dans la journée et qu'on n'a aucune suspicion plus franche que ça d'ingestion de caustique, il n'y a pas vraiment de signes spécifiques à surveiller. Alors, docteur, si l'enfant a des boutons à la bouche. Des boutons à la bouche. Oui. Un bébé, par exemple, de 1 an, 10 mois, qui a des boutons à la bouche. L'enfant ne peut pas avaler, ne peut même pas voir le sein de sa mère. Alors, ça dépend, parce qu'il peut avoir des boutons, il peut avoir une éruption dans la bouche suite à un virus. Il faut qu'on garde en tête le contexte. S'il n'y a aucun facteur de risque d'ingestion de caustique, on ne va pas, sous prétexte qu'il ait une éruption cutanée ou les lèvres un peu rouges, se dire « Ah, il a avalé quelque chose ». Si tout est en hauteur et qu'il n'y a rien à proximité de lui, c'est qu'il n'a rien avalé. Il peut avoir des lésions buccales parce qu'il a un virus en ce moment qui passe par là. Il faut le contexte. De ce que je comprends, les indices sont surtout dans l'environnement de l'enfant. C'est bien souvent dans l'environnement de l'enfant qu'on va retrouver des indices, comme on dit, soit la bouteille avec le produit, soit une bouteille, la maman se rend compte que finalement elle avait transvasé et elle se pose la question, mais est-ce qu'il n'a pas bu le produit? Je pense que c'est plus sous l'environnement que sur l'enfant lui-même, sauf si on a directement, un accident qui va être grave d'emblée et effectivement l'enfant va être mal tout de suite. Et ça peut alerter, le parent. Sinon, je crois qu'en dernier recours, le parent peut toujours appeler le 15. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller aux urgences, mais au moins appeler le 15 et discuter avec le médecin qui, lui, saura faire la part des choses pour diriger, je pense, le parent, à mon avis. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le journal et j'ai vu dans un bar, la femme de ménage avait laissé traîner la bouteille d'eau de Javel. Et le barman, il a pris de l'eau de Javel sans se rendre compte, il l'a mis dans un verre et il a servi un client. Il n'y a pas longtemps que j'ai vu ça, à la fin de l'année, je crois. Je me suis dit, mais comment la femme de ménage a pu laisser la bouteille d'eau de Javel et le barman a pris l'eau de Javel qui a versé dans le verre et servi le client. C'est pourquoi il ne faut pas déconditionner les produits. Ne pas les laisser dans leur emballage d'origine. Et bon, il faut dire que l'eau de Javel ne cause pas trop de dégâts. Donc j'avais Dilué du commerce. La bouteille qu'on va acheter dans le commerce. On ne va pas faire d'endoscopie d'ailleurs. On ne va pas faire d'endoscopie pour quelqu'un qui a ingéré moins de 150 ml d'eau de Javel. L'eau de Javel diluée. On ne parle pas du la Javel concentré, la Javel en poudre ou en visqueuse. Mais il faut avoir cette information précise, on est d'accord? Voilà. Ok. Il faut avoir l'information. Parce que sinon, on aurait fait des fibroscopies à tout le monde. À tout le monde. D'accord. Heureusement. D'accord. Nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes sur la radio Vie Meilleure. Nous sommes au 0590 83 25 73. Nous recevons 2 docteurs cet après-midi et une pédiatre et une gastro-entérologue. Gastro-entérologue, merci docteur. Alors posez vos questions, c'est le moment, posez vos questions au docteur. Alors nous continuons docteur. Les complications docteur. Donc on a déjà fait un petit tour sur les complications. Donc à court terme, moyen terme et à distance. Donc à distance, ce qu'on craint, qu'on disait, c'est le cancer. Oui. Donc le cancer, c'est pourquoi la surveillance est très très importante tous les 3 ou 5 ans en fonction de ce qu'on a trouvé à la dernière endoscopie. D'accord. Parce qu'il faut savoir que le cancer suit un rythme, un cycle. Donc la muqueuse commence à changer. Donc, on appelle métaplasie. Après, on passe en dysplasie, c'est-à-dire les cellules commencent à être un peu
et la métaplasie change, donc en dysplasie, puis on passe au stade de cancer. Cancer. Donc, c'est l'intérêt de la surveillance. Donc, ça évite, si on a déjà la métaplasie, on sait comment surveiller le patient. Si on est déjà en stade de dysplasie, on sait quel rythme de surveillance. Et si on est en stade de cancer bien localisé, on sait ce qu'il faut faire. Donc, c'est très important. Donc ça veut dire qu'un enfant ou un adulte qui va être hospitalisé pour une ingestion caustique, la durée d'hospitalisation va être variable pour sa prise en charge, Oui. finalement. Oui, C'est oui, ça. oui. Au plus grave, ça peut tourner aux alentours de combien de jours ou de semaines d'hospitalisation? Ça peut être clairement des semaines d'hospitalisation si ce sont des lésions très sévères qui nécessitent derrière une colostomie, par exemple. Une coloplastie, pardon. D'accord. Et ça peut être 24 heures, juste le temps de faire endoscopie, constater qu'il y avait juste une petite rougeur qui, on sait, va cicatriser dans les jours qui viennent et l'enfant ou l'adulte rentre chez lui dans les 24 heures. D'accord. C'est très variable, oui. Chez les adultes, en général, c'est minimum 3 mois. Minimum 3 mois. Minimum 3 mois. D'accord. Quand on Donc, part sur des lésions sévères. Quand on part sur des lésions sévères, qu'on soit opéré ou non opéré. Donc, lésions sévères, minimum, c'est 3 mois. D'accord. Donc, d'hospitalisation. Alors, quelle est la place, puisqu'on a parlé quand même de deux situations où il y a de l'ingestion. C'est soit accidentel, soit c'est volontaire. Moi, j'aimerais savoir un petit peu comment va se coordonner le travail avec les psychiatres ou les psychologues dans ces cas-là. Ou est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est en fonction des situations? Est-ce que c'est en fonction de l'âge du patient? Comment ça va s'articuler dans la prise en charge? Alors, je vais peut-être commencer parce que pour nous, ce sera plus court. En général, les enfants, c'est accidentel. Et par contre, on voit les ados, donc à part les 12-16 ans, qui peuvent faire des appels à l'aide en ingérant un produit. Ça peut arriver, c'est assez rare. Et dans ce cas-là, effectivement, une fois que le médical a été, une fois qu'on a géré le médical, tout de suite après, il y a la prise en charge psychiatrique. Dans certains cas. Oui, dans ces cas-là, dans les cas volontaires, d'ingestion volontaire, forcément, il y aura un soutien, une évaluation psychiatrique et un soutien psychologique proposé. D'accord. C'est très rare chez nous parce que les âges ne sont pas les mêmes. Chez les adultes... Oui, chez les adultes, la majorité des cas, c'est des cas d'autolyse, c'est-à-dire au cours de tentatives de suicide. Donc, dès les urgences, si la personne peut parler, si la personne s'exprime ou manifeste l'envie de voir un psychiatre, il verra le psychiatre dès les urgences. Par contre, sur les lésions sévères, les patients qui vont en réanimation et tout, le plus souvent, il faut attendre un peu avant de voir le psychiatre. Mais comme on a dit au début, la prise en charge est multidisciplinaire, implique beaucoup de spécialistes dans la prise en charge de ces patients avec des atteintes sévères œsophagiennes ou gastriques. Est-ce qu'on a évalué le taux de récidive qu'on pourrait avoir dans des ingestions de caustique? Parce que bon, effectivement, c'est très long, ça va demander parfois énormément d'interventions, il va falloir peut-être parfois même faire des dilatations pour le gastro-entérologue. Est-ce qu'on a à peu près évalué, est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui, malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces souffrances, vont récidiver en réingérant des produits toxiques ou caustiques? Tout à fait. Donc, on a eu ce cas il n'y a pas longtemps au CHU où on a reçu un patient qui avait une coloplastie, qui a rebu de l'alcali sur sa coloplastie. Donc, en fait, on avait du mal à évaluer les lésions parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un côlon. Un côlon qui remplace l'œsophage. Oui, d'accord. Donc, les lésions, on ne pouvait même pas les classer. Donc, j'ai même appelé l'hôpital Saint-Louis pour savoir, c'est la première fois qu'ils entendaient ça, eux. Ils m'ont dit, mais je ne sais pas quoi vous dire parce que donc, on ne peut pas aller opérer comme on fait sur l'œsophage. Quand on a un œsophage, on fait le stripping, on tire l'œsophage, on enlève. Là, c'était le patient qui saignait, qui arrivait en hémorragie sur reprise de produits caustiques, dont l'alcali. C'est l'alcali qu'on consomme. Qu'il a utilisé. D'accord.
Donc ici, le produit phare, c'est produit phare, l'alcali. c'est l'alcali. Je pensais que c'était l'ammoniaque. Oui, c'est l'ammoniaque. C'est la même chose. Ça, c'est la D'accord. même chose. Ce qu'on appelle alcali. D'accord. Alcali. En Ok. créole, on dit alcali. On dit alcali, Voilà, d'accord, c'est ok. ça. Alcali. Ok. C'est Français, le on produit dit phare l'ammoniaque. en Guadeloupe, c'est l'alcali. Oui. Donc je pense que c'est un véritable problème de santé publique en Guadeloupe parce que c'est au moment des fêtes. Donc on sent que les gens, c'est les gens qui sont seuls, ou bien qui ont, comme on dit, les limbés et tout, c'est à ce moment-là qu'on va Donc en dépression. en La dépression. dépression, Donc ouais. Oui. qu'on va avoir Oui. le plus de patients qui vont attenter à leur vie. Hein. Donc tentative d'autolyse, C'est tentative de vrai, suicide. c'est vrai qu'en Guadeloupe, on se sert beaucoup de l'ammoniaque. Beaucoup, beaucoup, parce que ça fait partie de la culture guadeloupéenne. D'accord. Donc du coup, moi je me dis, quand c'est volontaire, bien sûr qu'il y a une surveillance endoscopique qui va durer sur plusieurs années. On a vu que le rythme, ça peut être, quand c'est stabilisé, de 5 à 10 ans. Ça veut dire que ce type de patient, finalement, est aussi à accompagner sur le plan psychologique pendant plusieurs années, puisque finalement, il y a parfois peut-être des signes prémonitoires de passage à l'acte à nouveau, probablement. Allô? Je ne sais pas si vous arrivez à l'évaluer, puisque, bon, vu que vous ne les voyez pas tout le temps, mais on peut peut-être se dire, au travers du médecin traitant ou même de la famille, ce sont des gens quand même, alors on ne va pas les fliquer comme on dit, mais quand même dont on doit surveiller l'évolution psychologique finalement. Oui, les psychiatres font bien les choses. Hein. Donc, c'est des gens qui sont suivis au CMP de façon régulière. Donc, nous, des fois, on ne les revoit pas forcément s'ils n'ont pas de fibroscopie de contrôle à faire, s'ils n'ont pas de dilatation œsophagienne ou gastrique à faire. On ne les revoit pas forcément, mais ceux qu'on revoit, donc, ils sont dans le circuit psychiatrique pour la surveillance. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Nous sommes au 82 19 19 et au 0590 83 25 73. Eugénie, a-t-il des questions? Eugénie? Léo? Oui, c'est des questions. Oui, alors j'ai deux questions. Mais vas-y. Alors, il y a une auditrice qui demande, est-ce que l'intoxication peut se faire par inhalation? Ça, c'est la première question. Et elle demande, enfin, il y a une auditrice qui demande aussi, alors qu'en est-il des produits caustiques, donc un moussant et contenant des solvants quand ils sont ingérés? Docteur? Pour les inhalations de produits, ne relèvent pas vraiment de la prise en charge gastro-entérologique. Là, la surveillance sera différente, essentiellement respiratoire, voire métabolique avec des prises de sang pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications respiratoires et métaboliques, voire une surveillance en réanimation dans des cas assez sévères. Ce n'est plus du ressort du gastro-entérologue là. Ensuite, pour les caustiques moussants, bon, ça arrive assez régulièrement qu'ils avalent un petit peu de la lessive ou tout autre produit qui peut mousser. Et là, l'appel au centre antipoison est assez important parce qu'ils savent assez bien dire, ben là c'est tout, on ne boit rien pendant quelques heures ou on prend un petit protecteur gastrique et puis ça va aller. L'endoscopie n'est pas systématique. Et on peut aussi ingérer du dissolvant, ça arrive, hein, le dissolvant, où là, l'endoscopie non plus n'est pas forcément à faire, ce sera plus la surveillance des complications respiratoires et métaboliques. D'accord. On n'est Donc plus dans l'ORL. le voilà, ORL, pneumo, on n'est plus vraiment dans le versant gastro-entérologique. D'accord. Puisqu'on ne va pas forcément avoir des lésions qui vont aller dans le Non, dans ce le sera tube plus digestif. des D'accord. lésions pulmonaires. D'accord. Et les produits moussants, en règle générale, le pH est proche du pH neutre et ne vont pas occasionner de lésions ni de l'œsophage ni de l'estomac. Donc on ne fait pas D'accord. forcément d'endoscopie. Donc dès que le pH est dans un sens ou dans l'autre, donc acide Aux ou extrêmes, basique sont oui. aux extrêmes, c'est d'une grande agressivité C'est ça. pour la muqueuse en fait au niveau digestif. C'est ça. C'est ça, hein, si on doit retenir quelque chose. Mhm. Je voudrais revenir sur l'histoire des au moins 3 mois d'hospitalisation.
Est-ce que ça veut dire que finalement, les 3 mois, c'est lié au fait à la cicatrisation des lésions, ou est-ce que c'est lié au fait que dans certains cas, on va devoir mettre une nutrition entérale en route et que ces personnes-là devraient être surveillées, ou est-ce que c'est lié de toute façon au pronostic qu'on surveille? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc, Puisque tu as parlé de jéjunostomie tout à l'heure, oui. en disant qu'on mettait un tuyau dans une partie de l'intestin pour continuer à alimenter ces personnes, puisque du coup, elles ne peuvent plus manger comme avant. Voilà. En fait, les 3 mois, ça passe déjà par la réanimation. Donc, c'est un patient qui a opéré ou pas opéré avec des lésions graves. Donc, ils vont passer quelques semaines en réanimation. Puis, ils vont être transférés dans un service, soit en chirurgie, soit au service de gastro. Donc, avec tout ça. Si c'est un patient qui n'a pas besoin de suivi psychiatrique, donc ça, c'est plus facile de sortir Plus tôt. plus tôt. D'accord. Parce qu'on peut faire rentrer à la maison, en hospitalisation à domicile. Mais quand le patient a besoin d'un suivi psychiatrique, il a besoin d'une structure, d'aller dans une structure psychiatrique, comme tu sais, les structures psychiatriques, ils ne sont pas habilités à prendre en charge un patient qui a des sondes partout, sondes de jéjuno, perfusion, donc c'est du médical. Du médical. D'accord. Et puis c'est ça qui rend un peu plus lourd ou bien un peu plus long Non, la prise en charge. La prise en charge, l'hospitalisation. Donc, et après, il y a des patients qu'on a besoin de transférer aussi vers un centre spécialisé de la métropole. Quand il y a des sténoses, plusieurs sténoses sur l'œsophage, qu'on ne peut pas faire des dilatations chez nous, répétées. Donc, ils vont dans des centres spécialisés, soit pour à ce moment-là faire la chirurgie. Donc, on peut faire la chirurgie à distance dans les 2-3 mois qui suivent l'ingestion, ou faire des séances de dilatation un peu plus rapprochées. D'accord. Ok, donc il y a des patients qui peuvent être transférés sur l'Hexagone. Oui, oui. D'accord. Ça arrive, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Ça arrive. D'accord. Donc toujours en fonction de la sévérité des lésions. Toujours en fonction de la sévérité des lésions et ce qu'on peut proposer en Guadeloupe, du point de vue technique. Donc en gros, moi je me dis, ingérer un produit caustique, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin parce qu'on va rentrer. Alors, on est d'accord que il n'y a pas de corrélation. Justement, c'est une question que je voudrais poser. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ce que va ressentir le patient et les lésions qu'on va découvrir? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relation directe ou pas? Non. Non. On sait que le patient qui arrive en syndrome de détresse respiratoire, c'est un patient grave. D'accord. Et le patient qui arrive en hémorragie digestive, c'est un patient qui aura des lésions importantes. Et qui a plus de 150 millilitres, tu disais aussi? Qui a bu plus de 150 millilitres de produits. Ça, on sait d'emblée qu'on part sur des lésions sévères, que ce soit pour les acides forts ou sur les bases fortes. Donc, on part sur des lésions sévères. Avons-nous des questions, Eugénie? Oui, nous avons une question sur le chat. Alors, la question est celle-ci. Peut-on retrouver des cas d'ingestion liés à la toxicomanie? Alors, qui répond? Belle question. Eh bien, pas trop chez les enfants, parce que je ne sais pas, la gestion du caustique et toxicomanie, je pense que nous, on est assez exsangues. Mais nous, ça ne détermine pas. Donc, on n'a pas plus de patients toxicomanes qui fait une ingestion de caustique. Non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas de corrélation. Alors, y a-t-il une autre question? Léo est au téléphone, donc il posera sa question après. D'accord. Alors peut-être que dans l'esprit de l'auditeur, peut-être qu'elle parle des mules, des fameuses mules, c'est-à-dire des personnes qui vont ingérer pour faire passer de la cocaïne, des choses comme ça. Alors, mais c'est pas un caustique, on est d'accord, on n'est pas dans le thème de l'émission, mais je me pose la question si elle ne fait pas allusion peut-être à l'ingestion de certains produits. Ça, c'est les corps étrangers. Comme les femmes. Alors ça, c'est les corps étrangers. Ça, c'est les corps étrangers. Parce qu'au fait, Dr. Eugène,
parlait de la cocaïne que les gens... Mais ça peut créer aussi des gros problèmes si ça s'éclate dans l'intestin de la personne. Oui, ça c'est les corps étrangers, ça va faire une intoxication. Ça c'est tout à fait différent de l'ingestion de produits caustiques. Ah, Parce que la d'accord. cocaïne n'est pas un caustique. Donc ça ne fait pas partie... Donc ça ne va pas donner des lésions. Non, on distingue vraiment les produits caustiques qui vont avoir une action Direct sur la muqueuse. directe sur sur la la muqueuse, D'accord. que ce soit liquide, visqueux ou En en gel, poudre, en voilà. poudre. Mhm. Et à côté, on a des complications lors de l'ingestion de corps étrangers. Donc, Alors, corps qu'est-ce que- étranger, ce sera, en général, c'est ce qui est un peu solide. Ça peut être un bout de viande, Mhm. Oui. ça peut arriver. L'arrêt de... L'arête, les arêtes de oui, poisson, l'arête de souvent. poisson. Souvent, un La, petit bout la noix de d'os. coco chez les enfants. J'en ai pas. Moi, j'ai des souvenirs dans une des classes de ma fille quand elle était en maternelle. À part, mais après, c'est peut-être du candy-raton. Hein. Apparemment, elle se serait étouffée en avalant un morceau de coco. noix de coco. Oui. Ça peut arriver. Oui, Mais les ça, billes. après, c'est comme C'est la un. pâte. C'est Oui, c'est un corps C'est la c'est un peut-être corps c'est un étranger. corps étranger. C'est un corps C'est un corps étranger. étranger. Après, on distingue bien l'ingestion de corps étranger digestif Corps étranger, du ouais. corps étranger ORL ou pulmonaire. Enfin, quand on parle de difficultés respiratoires, on est plus dans les inhalations, voilà, des inhalations de corps étranger. D'accord. Donc, pour nous, on parle des corps étrangers qu'on va avaler, volontairement ou pas d'ailleurs, Mhm. et qui vont rester coincés, soit au niveau de l'œsophage, soit au niveau de l'estomac, ou au niveau intestinal, ou alors qui ne vont pas rester coincés. Le plus souvent, heureusement, la nature elle est bien faite. S'ils sont tout petits, ils vont finir par être évacués de manière naturelle. Mais parfois, on sera embêté parce que la pièce, les enfants avalent beaucoup de pièces. La pièce restera coincée au niveau de l'œsophage, on sera obligé d'aller la chercher, ou alors Une bille. il a avalé une bille, ou on est embêté si c'est un objet coupant comme une épingle à nourrice, une aiguille, une vis pointue. On peut tout voir, hein. On peut D'accord. tout voir. Mais est-ce que par rapport à l'ingestion de caustique, on est bien d'accord, on parle d'autre chose là, Oui. puisqu'on parle de corps étranger. Je le répète pour les téléspectateurs et les auditeurs pour qu'il n'y ait pas de confusion. Au niveau de la conduite à tenir, tout à l'heure on a dit, à la limite, il ne faut pas être trop interventionniste. Il faut surtout repérer quel type de produit qui est susceptible d'avoir été ingéré. Dans le cas du corps étranger, là, on sait à peu près, ou plus ou moins, ça dépend peut-être Alors, chez les enfants, c'est peut-être plus compliqué chez les enfants. Alors chez les enfants, c'est souvent, enfin, comme pour les caustiques, c'est souvent accidentel. Et en général, il y a un adulte pas très loin qui sait avec quoi l'enfant était en train de jouer. Ou alors l'enfant est suffisamment grand. Ce sont les enfants qui ont moins de 5 ans, moins de 5-6 ans, mais parfois les plus grands, en jouant avec quelque chose, Un ballon. peuvent quand même avaler ce corps étranger. C'est surtout accidentel. Soit le parent ou l'adulte qui est dans la pièce a pu voir ce que c'était, soit l'enfant est capable de le dire. Soit on ne sait pas, mais l'enfant dit qu'il a mal, et on remarque qu'il y a un objet qui a disparu ou qu'il dit qu'il a avalé quelque chose. Bon là, c'est le principe de précaution, il faut consulter. Il faut aller aux urgences et puis là, on évalue en premier lieu l'enfant et comment, s'il est asymptomatique ou s'il présente des symptômes. On fait la radio. On fera la radio d'autant plus vite si l'enfant arrive avec une hypersalivation et qu'il dit qu'il n'arrive même plus à avaler sa salive ou qu'il localise une douleur, qu'il montre une douleur Sur le trajet. sur le trajet. On fait la radio qui nous montrera si présence ou pas du corps étranger, si le corps étranger est radio-opaque, donc se voit à la radio, comme une vis, une boucle d'oreille, une pièce. Et par contre, on est embêté si c'est un corps étranger qui ne se voit pas à la radio, comme un petit jouet en plastique ou un morceau de bois ou voilà, des choses radiotransparentes. On sera un petit peu plus embêté et par principe de précaution, si l'enfant dit qu'il a avalé ou qu'on l'a vu avaler, on ira faire l'endoscopie. D'accord. Est-ce que l'endoscopie à ce moment-là, soit l'enfant est très symptomatique, il a une hypersalivation, on voit qu'il n'est pas bien, on sait qu'il a avalé quelque chose, on fait l'endoscopie sans délai. Dès qu'on a pu organiser l'endoscopie, on y va, notamment si l'urgence même, en fait, j'ai envie de dire, l'urgence dans le corps étranger chez l'enfant, c'est la pile bouton, la pile qu'on met dans les montres, la pile plate. Mhm.
D'accord. au lithium qu'on met dans les montres, dans les petits jouets. Ça, c'est l'urgence endoscopique chez l'enfant, car la pile plate peut rester coincée au niveau de l'œsophage. Et si elle reste coincée, au bout de 2 heures, elle peut occasionner déjà des lésions au niveau de la muqueuse œsophagienne qui peuvent être très importantes même au bout de 2 heures seulement. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir même une perforation. Il peut y alors. avoir même une perforation. C'est ce que je pense en plus, en plus Il peut y en avoir plus une grave. perforation, D'accord. une nécrose de la muqueuse et une perforation, tout à fait. Donc, si un enfant a avalé une pile, si on sait qu'il a avalé une pile, si on voit l'enfant jouer avec une pile, on la lui prend des mains, on se dit pas, il Il est assez grand. ou pas. Ok. Il faut apprendre très vite aux enfants que ça, c'est Dangereux. c'est dangereux. Danger. C'est C'est vraiment dangereux. un danger. Je pense qu'on ne le D'accord. sait pas assez. Même si les fabricants de jouets ont commencé déjà à Informer à- les consommateurs. Oui, voilà, et puis diminuer un peu ces piles-là, et puis mettre des compartiments à peu près sécurisés. Et puis certains voudraient mettre un goût amer sur les piles pour que l'enfant, le mettant à la bouche, se dise « Ah, Le c'est pas bon, recrache. je ne l'avale pas, je ne Mais joue pas ça avec. dépend, D'accord. ça dépend de l'enfant. » Mais ça dépend de l'enfant. Voilà, alors nous sommes sur la radio Vimilleur, 83 25 73, 82 19 19. Avez-vous des questions? Oui, j'ai une question. Il y a une auditrice qui demande, est-ce qu'il y a des cas d'intoxication très graves qui ne sont pas prises, des cas qui ne sont pas pris en charge en Guadeloupe et que ces enfants-là sont transférés directement en métropole? On parle de caustique ou Oui, on parle de caustique, oui, pardon. de caustique. Oui. Il est arrivé que les enfants soient très graves, qu'ils soient pris initialement en charge ici, qu'on fasse le premier bilan, la première endoscopie, qu'on ait à la refaire pour contrôler si les lésions effectivement évoluent dans le bon sens ou pas. Et si les lésions sont toujours très étendues et très très sévères et que l'enfant doivent nécessiter une coloplastie, c'est-à-dire qu'on lui enlève l'œsophage et qu'on fasse monter le côlon pour remplacer l'œsophage, pour des raisons techniques et bien spécifiques, parce que ce sont des tout petits enfants, ce sont des chirurgies très rares. Effectivement, dans ces cas-là, ils sont transférés. Ils sont D'accord. transférés, pas tout de suite, mais ils sont transférés dans le second temps, puisque de toute façon, la coloplastie ne se fera qu'en situation stable, D'accord, pas en urgence. pas en urgence. D'accord. Alors, je voudrais raconter cette anecdote. Le mois dernier, au début du mois, je suis allée aux funérailles d'un homme qui avait avalé une arête de poisson. Et 3 jours après, il a fait une tétanos. Et il en est mort. Bon. Qu'en pensez-vous, docteur? Tétanos. Ouais. Non, ça, c'est Enfin, pas tétanos. C'est quand même assez bizarre. Oui. Donc en fait, je comprendrais mieux s'il avait fait un pneumomédiastin. C'est-à-dire quand on avale l'arête, bon, n'importe quel corps étranger, qui va être bloqué. Donc surtout les corps étrangers pointus, l'arête ça va être bloqué soit au niveau de l'œsophage supérieur. À ce moment-là, c'est les ORL qui iront l'enlever. Soit c'est au niveau, parce qu'il y a 3 parties dans l'œsophage, la partie supérieure, moyenne et inférieure. À partir de la partie moyenne, c'est les gastro-entérologues qui iront enlever le corps étranger. Et si ce corps étranger-là reste en place, ce que ça va provoquer, c'est une perforation. À ce moment-là, il y a 2 lèvres qui va passer soit à côté du cœur, soit à côté des poumons. Ça dépend d'où est bloqué ce corps étranger qui va perforer la muqueuse œsophagienne ou gastrique. Des fois, il arrive que ces arêtes-là passent même au niveau du foie, transpercent la muqueuse et passent au niveau du foie et va entraîner des abcès du foie. Donc, c'est pas des cas c'est pas un patient donc par an. C'est plusieurs patients, donc beaucoup de gens, donc parce qu'on suce, culturellement, on suce les têtes de poisson. Ah. Et les têtes de poisson et l'arête qui est un peu plate, c'est le plus souvent ce qu'on avale. Dans les têtes de poisson, et ça va faire comme un crochet, ça va s'accrocher à la muqueuse. Et c'est même difficile d'enlever, il ne faut même pas aller prendre le risque d'aller l'enlever sans anesthésie. Il faut aller directement avec le patient au bloc opératoire pour enlever ces arêtes en toute sécurité.
Et quand on avale des arêtes, il ne faut pas rester chez soi non plus. Parce qu'il y a des gens qu'on voit qui arrivent 5-6 jours après avoir avalé une arête. À ce moment-là, c'est des cas qui sont déjà compliqués, donc avec des infections secondaires, pneumomédiastin, pneumopéritoine. Donc ça peut être très grave. Alors, quel message de prévention qu'on peut faire passer? Moi, j'en ai deux en tête, mais je vais entendre le moi, je dis gastroentérologue. souvent aux patients d'éviter de sucer les têtes de poisson. Donc, on doit arrêter de sucer les têtes de poisson, alors. D'éviter de manger les os. Ah bon? Oui, d'éviter de manger les Carrément. os. Ou à moins qu'on mange ses os tranquillement sans vouloir discuter avec le voisin, peut-être. C'est ça. Le voisin de table. Je ne sais pas, mais il a voyagé, il est allé en métropole, il a fait une gangrène et c'est descendu dans son anus. Il a pensé que c'était son anus qui sortait. Et il en est mort. Donc, le corps étranger a migré vers l'anus. Ça arrive aussi qu'on les récupère au niveau de l'anus. Donc, mais ça arrive, comme vous dites, que ça perfore la muqueuse Je pense et que c'est ça plutôt entraîne pareil. Peut-être bien. Oui, je pense que c'est plutôt ça. C'est après, les gens derrière ça se font aussi une interprétation de ce qui s'est passé parce qu'ils ne connaissent pas le dossier. Voilà. Ça a fait une Ça arrive aussi, perforation bien sûr. Ouais. au niveau du côlon. Ouais. Donc, Ah voilà. ouais, c'est ça, sûrement. Donc, le message qu'on peut lancer, c'est que pour le corps étranger aussi, comme pour l'ingestion de caustique, il ne faut pas rester avec ça. Il faut consulter. Il faut D'accord? consulter. Il faut Oui, consulter. Il faut parce consulter. C'est ce qu'on qu'on a a eu dit. des mauvaises Ouais. surprises de voir un enfant arriver qui avait avalé une pile, mais qui arrive 4-5 jours après. Oh là là. Et là, on sait d'emblée, sans même avoir fait l'évaluation, que... Ça peut être dramatique. Oui, ça peut clairement conduire au décès de l'enfant dans les cas les plus extrêmes, et autrement des lésions très très sévères de l'œsophage qui vont nécessiter de la chirurgie après. Et là, on rentre un peu dans la prise en charge des caustiques. Ça va être une prise en charge assez lourde par la suite. Donc fort heureusement, les enfants, ils avalent des petites choses. Quand ils les avalent, c'est des petites choses qui vont finir par être éliminées migrer. naturellement. D'accord. On surveille. Si en général ça se loge dans l'estomac, on contrôle par une radio 3 semaines après que le corps étranger est évacué. On demande aux parents de tamiser les selles et de vérifier s'ils ont récupéré ce corps étranger. Les endoscopies sont vraiment réservées aux corps étrangers de grande taille ou qui sont pointus ou qui sont restés dans l'œsophage. Là, on ne peut pas faire autrement. On ne va pas attendre, on va y aller directement, ou de grande taille dans l'estomac. Quand l'enfant arrive aux urgences parce qu'il a avalé une pile, on l'a vu faire, ou alors une pile, une pièce, ou peu importe, on l'a vu faire. Il arrive parfois qu'il arrive aux urgences, on fait la radio, mais cet objet est déjà dans l'intestin. Donc là, notre endoscopie ne va pas nous permettre d'aller jusque-là. D'accord. Donc à ce moment-là, on va, si c'est un corps étranger de petite taille, qui n'est pas coupant, pas pointu, on surveillera avec des radios régulières, mais l'enfant pourra rentrer chez lui. Si par contre c'est un objet... Donc on compte là sur l'évacuation naturelle, oui, c'est ça? c'est ça. Mhm. Si par contre c'est un enfant qui a avalé un objet de grande taille ou coupant, ou alors les aimants, ou les billes aimantées. Ça, c'est très dangereux aussi, je voulais en parler. Donc, deux dangers, la pile et les billes aimantées ou les petits aimants. Si on n'en avale qu'un seul, c'est pas grave. Bon, il va être évacué normalement. Si on en avale deux, ça peut être très grave. Deux ou plusieurs, ça peut être très grave parce que les aimants vont s'attirer entre eux. Mais ils vont être dans des localisations différentes et ils vont du coup attirer la Les muqueuse. os, d'accord. Mhm. Les muqueuses entre elles créent une compression et donc un risque de nécrose. Donc D'accord. si on est dans le cas d'un objet de grande taille, d'aimant ou de pile, mais que l'enfant, et que quand ça arrive aux urgences, on est déjà en localisation intestinale, si ça nous semble dangereux, l'enfant sera gardé en hospitalisation. On préviendra même le chirurgien en disant, bon voilà, il y a un corps étrange intestinal, mais il nous semble de grande taille, il paraît, selon les parents, qu'il est coupant ou très pointu. L'enfant sera gardé à l'hôpital et on surveillera l'évacuation naturelle où le chien prévenu, il pourra y aller, aller enlever ce corps étranger si jamais il y a des conséquences, des complications. D'accord. Alors, avant de prendre une pause, nous allons regarder si nous avons des questions. Plusieurs questions. Allez-y. Alors, il y a sur le chat, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a plus de femmes
ou d'hommes qui utilisent l'ammoniac dans leurs gestes suicidaires? Alors, Bonne est-ce question. plus les femmes ou les hommes? Très bonne question. C'est les femmes, 2 tiers. C'est les femmes qui... 2 tiers en D'accord, Guadeloupe. qui ingèrent le... D'accord. Alors, il y a une autre. Alors, je vais juste rajouter quelque chose, demander au docteur Saint-Georges, est-ce que c'est un signe d'appel en général, c'est un SOS, ou c'est franchement un passage à l'acte de la part de ces femmes? Parce que finalement, je me dis, c'est peut-être pas le meilleur procédé. En fait, il y a l'âge. Sans faire l'apologie C'est ça. je vais dire, du suicide. Hein. Ouais, en fait, il y a l'âge, dépendamment de l'âge. D'accord. Donc, jeune âge, c'est plutôt SOS. Mais à partir de 60-70 ans, c'est de vraies Tentative de suicide. Ah bon? Ils cherchent vraiment à se faire mourir. Vraiment Mais à pourquoi- se faire du mal. Mais pourquoi les femmes de 70 ans veulent mourir? Vas-y, Allez, Eugénie, vas-y, continue. Eugénie. Oui. Alors, toujours sur le chat. Alors, est-ce que la coloplastie peut entraîner des problèmes digestifs à long terme? Il est sûr qu'on ne revient pas à l'état antérieur parce que la nature est faite, est bien faite. Le côlon n'était pas fait pour remplacer l'estomac. Donc, pour remplacer ni l'estomac ni l'œsophage. Donc, ça occasionne forcément une adaptation de la part du malade dans sa manière de manger, dans ses sensations. Il peut y avoir, comme il fait se modérer, il fait rapporter assez souvent les reflux, reflux avec les odeurs plus ou moins dérangeantes pour le patient. Il peut y avoir aussi des sténoses. La muqueuse colique est plus fragile que la muqueuse œsophagène et peut saigner sans qu'on sache réellement pourquoi. Le dumping syndrome. On peut avoir des dumping syndromes, effectivement, que la personne mange et ensuite fasse des malaises à distance une demi-heure, 1 heure après les repas parce que le bol alimentaire et les sucres sont arrivés trop rapidement dans son côlon. Forcément, puisque la bouche puis côlon. Et donc l'absorption n'est pas la même. L'absorption n'est pas la même. Donc effectivement, ce n'est pas... On n'a pas réglé on a réglé un problème en faisant la coloplastie pour permettre à la personne d'avoir une vie la plus normale possible, mais derrière, ce n'est pas une intervention bénigne du tout. D'accord. Donc D'accord. c'est pas anodin. C'est pas D'accord. Alors, l'autre question, quel est le rôle du pharmacien quand il y a eu ingestion de produits caustiques? C'est centre antipoison. Oui, c'est le pharmacien lui-même, on ne l'appelle pas trop, c'est le centre C'est le centre antipoison. antipoison. Donc, une fois que le patient appelle le 15 peut décider d'appeler le centre antipoison eux-mêmes, de savoir effectivement si c'est un patient rapproché de l'hôpital tout de suite, ou bien si le patient est déjà sur place, c'est les urgentistes qui vont se charger d'appeler le centre antipoison. Donc, je me rappelle, j'avais un cas d'une patiente qui avait avalé une noix de muscade, donc par mégarde. Donc, elle avait 2 choses dans la main, dont ses médicaments qu'elle voulait prendre. Au lieu de prendre ses médicaments, elle a pris la noix de muscade. Donc, à ce moment-là, j'ai été rapidement faire la fibroscopie sous anesthésie. J'ai essayé sans anesthésie, mais je ne pouvais pas attraper la noix de muscade qui était un peu grosse, vraiment grosse. Donc, ce soir-là, je suis restée pratiquement 4 heures au bloc pour enlever la noix de muscade. Et le lendemain matin, j'avais tout le monde qui m'appelait pour que j'envoie les photos de l'endoscopie. C'est à ce moment-là que j'ai appris que la noix de muscade peut tuer. Mais oui, elle est grosse. Donc, Non, sa toxicité, je pense. Sa toxicité, c'est-à-dire ça va entraîner une tachycardie, des palpitations, le cœur qui bat de façon trop vite et ça va entraîner un arrêt cardiaque. Ça peut entraîner un arrêt cardiaque, soit une seule noix qui est grosse, soit 2 noix de muscade, si ça restait. Donc, c'est des choses, on voit de tout. Oui, Bon, j'ai une dernière question. Alors, c'est je pense, quelqu'un qui travaille dans le milieu médical et qui se demande quelles sont les questions à poser lorsque quelqu'un appelle le 15 pour un enfant qui a ingéré des produits ou qui a avalé un corps étranger. Alors, lorsqu'on lui demande le poids, la taille,
comment est-ce qu'elle peut prendre en charge l'appel? L'âge de l'enfant, le poids, la taille, oui. L'heure d'ingestion de ce caustique ou de ce corps étranger, si on a vu ce que l'enfant a pris, bon, si c'est un corps étranger, si on a pu voir quel objet c'était, si c'était caustique, si c'est un caustique, on puisse demander aux parents l'étiquette ou le produit déconditionné ou pas. Et ensuite, surtout, savoir comment est l'enfant. Est-ce qu'il est sur ses deux pieds en train de jouer, de courir partout, ou est-ce que là, il est dans un coin prostré, qu'il dit qu'il a mal ou qu'il pleure, ou il a des lésions en bouche, ou agité. Ou agité parce que trop douloureux. Voilà. Oui. Y a-t-il d'autres questions, Léo? C'est une question personnelle. On n'a pas encore parlé de la prévention. Alors, oui. Je me rappelle, quand j'ai passé mon diplôme d'état de périculteur en 83, je suis tombé sur un sujet prévention des accidents domestiques chez l'enfant. Alors, c'était en 83, donc il y a 38 ans. Alors, je me demande aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes de prévention. Vous en avez parlé. Est-ce que vous avez remarqué s'il y a une recrudescence ou bien est-ce qu'il y a une diminution de ces accidents, que ce soit les intoxications ou les injections des produits toxiques? Voilà. Alors, je ne pourrais pas faire de statistiques. de statistiques entre il y a des années et maintenant, mais on en voit régulièrement des corps étrangers. Mais on n'en voit pas non plus tous les jours. On sait que, je pense que les campagnes de sensibilisation ont quand même fonctionné, même s'il reste du travail, même s'il faut encore marteler aux gens qu'il ne faut pas déconditionner les produits, il faut les mettre hors de portée des enfants et qu'il faut faire attention aux piles notamment. Mais je pense qu'on doit en voir un petit peu moins, même si on en voit assez régulièrement. Et les piles, c'est un peu par série, mais on en voit quand même. On en voit quand même. Ah bon? Oui, on en voit quand même 5 à 10 par an, je pense. D'accord. Dans vos statistiques au CHU, c'est à peu près avec ça? lésions, hein. Avec lésions. Avec lésions. Alors, Okay. j'ai moi ajouté, préciser ma question, j'ai travaillé comme périculteur à domicile et on a vu aussi que il y avait parfois les conditions de vie, les conditions socio-économiques jouaient beaucoup, les familles nombreuses, les familles qui avaient des logements qui n'étaient pas trop décents. Et voilà. Ça, c'est un facteur de risque qui est reconnu dans les études sur les corps étrangers et les caustiques dans le monde, en fait. Ça, c'est un facteur de risque reconnu. Les familles nombreuses et un niveau socio-économique peu favorisé. Merci. D'accord. Alors, vous savez quelque chose, docteur, avec le S, nous n'avons pas pu prendre notre temps de pause. Il est déjà 24. Alors, que faisons-nous? C'est tellement intéressant qu'on n'a pas pu... On peut faire une pause et revenir pour la conclusion. D'accord. Pas longtemps, juste peut-être... Oui. Nous avons deux questions. Oui. Avant la conclusion. On va répondre aux questions des téléspectateurs. Ça veut dire que le sujet intéresse. Donc, quand les gens posent leurs questions, sauf si les docteurs veulent. Alors, Eugénie, vas-y, les questions ne sont pas compliquées. Alors, il y a sur le chat toujours, pourquoi les patients sont transférés en Martinique lors d'une perforation de l'œsophage? Ah, ça c'est une bonne question. C'est quelqu'un de bien informé. En effet, les patients qui ont des perforations assez hautes, comme il n'y a pas de chirurgie cardiaque, chirurgie thoracique en Guadeloupe, donc la plateforme est sur la Martinique. C'est pour ça que les patients, ça dépend de la localisation de la perforation. D'accord. C'est-à-dire qu'à la Martinique, ils sont plus performants dans ce domaine. Ils ont des appareils. Non, ils ont juste le plateau technique. Ils ont le plateau technique. Ils ont le plateau technique, d'accord. Voilà. Qui n'y a pas au CHU de Bretagne. Tout à fait, c'est juste ça. Okay. C'est juste ça, c'est le plateau technique. Ils ne sont pas plus performants, ils ont le plateau technique. Le plateau technique. Dans l'émission Vivons en santé, et cet après-midi, nous recevons deux docteurs. Docteur Saint-Georges Georgette. Voilà. Elle est gastro-entérologue. Le docteur Maximilien François, elle est pédiatre. Elles sont toutes les deux
au CHU de Pointe-à-Pitre. Le thème de l'émission, pour ceux qui sont en retard, les gestions de produits caustiques et de corps étrangers chez les adultes et les enfants. Docteur, nous continuons, il nous reste à peu près 5 minutes, jusqu'à 30. Alors, les prises en charge. Nous avons, je pense, discuté des prises en charge chez l'adulte et chez l'enfant. Je pense que s'il faut conclure, il faut conclure sur les messages de prévention. Oui. Prévenir mieux vaut que guérir, ça c'est sûr et certain. Donc il faut essayer autant que possible et finalement faire vraiment encore plus d'efforts pour y arriver d'ailleurs, d'adapter des gestes qui vont mettre en sécurité les enfants. Donc ça coûte pas grand-chose de déplacer les produits, de les mettre un peu en hauteur. Finalement, le temps qu'ils acquièrent la maturité qui arrive assez rapidement, vers 3-4 ans, si on lui dit c'est dangereux pour ta santé, l'enfant il va comprendre, il ne va pas y toucher. Mais entre 6 mois où il marche à 4 pattes et 3 ans, bon ben voilà, il y en a qui sont plus ou moins turbulents, il faut mettre les produits en hauteur. Faire attention à ne pas laisser traîner des petits objets dont on sait qu'ils peuvent être avalés et qui peuvent être dangereux. Et faire vraiment attention aux piles. Si on a des enfants d'âge différents, le grand joue avec ses billes aimantées, faire attention que le petit ne soit pas dans les parages et les avale, parce que les conséquences peuvent être dramatiques, oui, dramatiques. Docteur Saint-Georges. Pour les adultes, c'est à peu près pareil. La prévention, c'est d'éviter de déconditionner les produits caustiques, dont l'alcali que nous utilisons beaucoup. Ne mettez pas les produits dans des bouteilles d'eau et de les mettre au frigo. Donc on peut se tromper facilement entre une bouteille, parce que tout est clair. On peut se tromper entre sa bouteille d'eau et sa bouteille d'ammoniac. Donc avec des conséquences qui vont durer toute la vie. Donc, et même dans 10% des cas, les patients meurent, c'est-à-dire 10 patients sur 100 meurent d'ingestion de caustique, particulièrement d'estop et alcali. Les acides aussi, les acides forts, dont l'acide chlorhydrique. Donc, il faut vraiment éviter parce que c'est des produits qu'on retrouve partout, comme j'ai dit au début de l'émission, dans nos cuisines, dans nos salles de bain, dans nos toilettes, partout. Donc, si on les a bien conditionnés, il ne faut pas les refaire derrière. Donc, ça, pour les caustiques, c'est le message à passer. Pour les corps étrangers, majoritairement, c'est les arêtes qu'on retrouve en Guadeloupe chez les adultes. Donc, c'est lié aux poissons. Donc, il faut éviter de sucer, d'arrêter de manger les têtes de poisson parce qu'on avale les arêtes. Bon. Et avec des conséquences qui peuvent être il va y avoir des malheureux. dramatiques. Docteur, j'ai la tête de poisson. La tête de poisson, je crois que je vais être malheureux. Alors, pour conclure, docteur. Alors, pour conclure, je voudrais déjà remercier nos 2 médecins qui ont pris de leur temps pour venir un samedi après-midi, parce qu'on sait très bien qu'on a des semaines qui sont bien remplies. Donc, merci en tout cas d'être venus. Oui. Et on peut remercier aussi les époux, les enfants qui ont bien voulu vous laisser partir pour venir sur cette émission. Et je crois que l'émission était extrêmement importante. Elle était importante dans la mesure où on a fait passer quand même un certain nombre de messages de prévention et qu'on a bien compris qu'il y avait des choses à éviter et que prévenir valait mieux que guérir. Donc moi je suis très heureux de les avoir eus cet après-midi et je pense que pas mal d'auditeurs, de youtubeurs, d'internautes ont appris des choses. Moi en tout cas j'ai appris sur les piles de lithium. Je ne pensais pas que c'était aussi dangereux. Je me dis bon on peut effectivement les ingérer, ça c'était quelque chose, un risque qui était tout à fait probable. Et la tête de poisson en plus. Je ne pensais pas que c'était aussi dangereux de manger une tête de poisson. Donc je vais partir informer cet après-midi et je vous remercie d'être là avec nous. Merci à vous. Docteur. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La radio Vie Meilleure, c'est de la prévention. Et nous essayons. La prochaine émission aura lieu le 31 juillet. Nous vous remercions, nous remercions nos auditeurs de la radio pour une vie meilleure. N'oubliez pas
Le numéro de téléphone, il y en a deux, 83 25 73 et le 82 19 19. La radio Vie Meilleure, c'est là qui s'occupe de votre santé mentale, physique et spirituelle. Donc, Remercier les techniciens, toujours, donc Jérémy, oui, Pierre et oui, Freddy, oui, et surtout et Léo nos et animateurs Eugénie sont qui ont toujours récupéré là. les appels pour Voilà, nous cet voilà. après-midi. Et tous nos auditeurs, tous ceux qui nous ont appelés, même ceux qui n'appellent pas, Les fidèles. les fidèles, oui, ils n'appellent pas, mais ils écoutent et ils sont là. Merci beaucoup et à une prochaine fois. À Merci bientôt. vous, à Merci, bientôt. à bientôt. Au revoir. Merci.